Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, comme chaque semaine, école du monde. Et on fait nos valises. Direction Istanbul ou encore, pour faire plaisir à mon amie Irina Capron, Ankara cette semaine. Et oui, nous sommes en Turquie avec une longue tradition, vous le savez, en matière d'éducation. Comment marche le système éducatif là-bas? Irina vous répond justement dans un instant. L'école, un pilier de la société turque. Vous verrez que les jeunes Turcs ont rapidement la pression à l'école, quel type d'apprentissage, quel rythme scolaire, quelle place pour l'élève dans ce système, on voit ça dans un instant. Et puis, on verra aussi l'importance de l'extrascolaire en Turquie, dans un pays qui est véritablement fou de sport, basket et foot en tête. On en parle bien sûr avec nos deux invités via Skype, avec tout d'abord Hasan Gündok, que je vous présente. Bonjour Hasan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à gauche de votre écran, consultant en études supérieures à Istanbul. Et puis on est également via Skype avec Bartucan Özcan. Bonjour Bartu. Bonjour, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va super, et vous nous parlez d'où? D'Istanbul? Je parle à Kayseri, en ville à la campagne. D'accord. Mais normalement, j'habite à Istanbul. D'accord, vous avez 18 ans et vous êtes étudiant. On parle avec vous dans un instant, juste après. Ouais. La loupe d'Irina Capron, c'est parti. La voici, elle est là, la sévillante Irina Capron, comme d'habitude. On n'avait pas encore fait la Turquie, c'est un scandale. Ouais, il fallait qu'on le fasse. L'erreur est réparée aujourd'hui. Explique-nous un petit peu, tout d'abord, avant de parler du système éducatif turc, où se situe la Turquie. Alors la Turquie, c'est un État d'Europe et d'Asie occidentale. La plus grande partie est située en Asie. Istanbul est même à cheval sur les deux continents, puisque les deux parties de la ville sont séparées par le détroit du Bosphore. Donc comme vous allez le voir sur ces images, elle est ouverte sur la mer Méditerranée au sud, la mer Égée à l'ouest, la mer Noire au nord. Elle est limitée par la Bulgarie, la Grèce, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak ou encore la Syrie. La Turquie compte environ 84 millions d'habitants. Sa capitale, c'est Ankara, et la langue officielle, le turc. C'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on parle très souvent d'Istanbul, les gens se disent Istanbul, moi je pensais même, bah oui. mais en vérifiant pour cette émission, et non, je m'étais trompée. Non, mais si je me souviens bien, Istanbul, c'est la première ville du pays, mais ce n'est pas la capitale. La capitale, c'est donc bien Ankara. Parlons à présent du système éducatif turc, ça donne quoi? Alors le système éducatif est géré par le ministère de l'Éducation nationale. Alors après un certain nombre de réformes, le nombre d'années de scolarité obligatoire a augmenté progressivement jusqu'à atteindre la norme européenne de 12 ans. Donc l'école est obligatoire de 6 à 18 ans. En Turquie, le système scolaire repose sur la formule 4 plus 4 plus 4. Donc ça signifie que l'enseignement primaire est composé de deux cycles 4 plus 4, qui durent donc 8 ans. Il y a tout d'abord l'enseignement élémentaire de 6 à 10 ans, donc de la première à la 4e classe, puis le collège de 10 à 14 ans, de la 5e à la 8e classe. Et il y a ensuite l'enseignement secondaire, qui dure également 4 ans et qui correspond au lycée de 14 à 18 ans et qui englobe les lycées généraux et professionnels. Le système préscolaire, lui, est optionnel de 3 à 6 ans, mais en 2021, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé vouloir abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 5 ans, et la dernière année de jardin d'enfants deviendrait donc obligatoire. 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4 est égal à 8. Ah non, mais j'ai 4 plus 4 plus 4. Ah bah là, c'est 12. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Parlons. C'est quoi les particularités du système scolaire turc? Alors l'année scolaire est organisée en 2 semestres. La rentrée a lieu mi-septembre, les vacances semestrielles durent 15 jours et ont lieu fin janvier. L'année scolaire se termine début juin, donc les élèves ont 3 mois de vacances d'été. Il y a aussi les fêtes religieuses comme Bayram, qui sont 2 grandes fêtes musulmanes qui suivent le ramadan chez les Turcs. Dans toutes les écoles, les enfants doivent porter un uniforme. Tous les lundis, les enfants hissent le drapeau turc en chantant l'hymne national, et les élèves vont en cours du lundi au vendredi. Les cours durent 40 minutes, suivis d'une récréation de 10 minutes. Et il se classe comment, ce système éducatif turc? Je sais, vous aimez bien me parler à la fin de votre chronique du classement PISA. Exactement, le classement PISA qui évalue les acquis des élèves sur 3 matières. Alors grâce au classement, on peut remarquer que les élèves turcs ont plus de facilité en sciences qu'en mathématiques et en lecture. Alors pour les sciences, ils se retrouvent à la 40e place sur 79 pays, en mathématiques à la 43e place, et en ce qui concerne la lecture, la Turquie arrive à la 41e position, toujours sur 79 pays. Merci beaucoup Irina, l'expression orale, nos invités. Et je représente aux invités Bartucan Özcan, qui est un étudiant turc qui est âgé de 18 ans, et également avec Hasan Gündok, qui est consultant d'études supérieures du côté d'Istanbul. Encore merci messieurs d'être avec nous. Si on va commencer avec vous Hasan, si vous deviez choisir un mot, un qualificatif pour décrire le système scolaire, le système éducatif turc, ce serait lequel?
Alors, en un seul mot, j'aurais dit, j'hésite entre mémorisation Ouais. et méritocratie. Euh, Pourquoi méritocratie? donc j'ai dit 2 mots. Je dirais mémorisation. Le travail est beaucoup basé là-dessus. Énormément de travail, beaucoup de discipline. Un peu sur le modèle de certains pays, peut-être en Asie, après l'école, quasiment une deuxième école, où on retravaille beaucoup de sujets, on se prépare aux examens qui sont nombreux. Et ensuite, j'ai parlé de méritocratie parce que c'est effectivement un pays où on a encore cet ascenseur social qui fonctionne beaucoup avec la scolarité, avec les diplômes. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi 2 mots. Comme il dit, j'ai un peu triché. C'est pas grave. Mais je crois que c'est... C'est pas grave, avec nous il faut toujours tricher. T'as raison Hassan. Avec Irina et moi il faut toujours tricher. Tu demandes un mot, tu peux même en dire 3, il n'y a pas de souci. Un mot, essaye. Bartu, un seul mot, Bartucan, pour tenter de décrire effectivement ce système éducatif turc. Ce serait quoi? Ton ou tes 2 mots? Je peux dire que c'est un concours, exactement, parce que le système d'éducation en Turquie nous prépare sur un concours universitaire, en fait. Même il y a un concours lycéen. Et la théorie et la pratique ne sont pas encore intégrées, à mon avis, en Turquie. Mais je peux dire que tous les élèves sont un peu inquiets sur le procès de l'éducation parce qu'il y a beaucoup de cours et on doit avoir une bonne note, etc. Donc, je peux dire que c'est un concours, si je le diminue en un mot. Mais oui, mais moi, je crois que j'avais vu juste, sans vouloir me la raconter, mais effectivement, Hassan a parlé de méritocratie. Toi, Bartucan, tu nous parles de concours. Moi, je m'étais dit le mot... Hassan, moi, j'avais noté le mot de pression. J'ai quand même le sentiment, et c'est ce que vient de nous dire Bartucan, que la pression scolaire, elle arrive très vite dans votre système, non? Effectivement. Alors, j'ai parlé de méritocratie. Maintenant, on va parler un peu du même concept, mais avec le versant plutôt négatif. C'est effectivement la pression et la concurrence, pour reprendre les mots de Bartu. Et on ressent ça tout de suite, très très vite. Il y a une concurrence au niveau de l'université, à l'entrée de l'université, parce que cet examen définit toute la suite des études et donc de la carrière des élèves, de leur futur. Mais effectivement, étant donné qu'il faut bien préparer l'équivalent du baccalauréat, on va dire, il faut également préparer l'avant, c'est-à-dire le meilleur collège possible, avant le meilleur lycée possible. Et qui dit meilleur collège possible, dit meilleure école primaire possible. Et en fait, c'est une course sans fin. C'est une course sans fin, il y a une pression folle. Et quand je parlais de méritocratie, et je parle maintenant de versant négatif de la méritocratie, c'est que les élèves et donc les parents qui veulent que leurs enfants accèdent au meilleur pour le futur, commencent ça très très tôt. Très très tôt, ils ont une pression sur le travail, sur les maths, sur les sciences, sur les langues. Donc ils se mettent cette pression très très vite, très très fort et rapidement, dès un jeune âge, oui. Donc, vous avez bien résumé. Non, parce que Hassan Bartu l'a rapidement évoqué, Hassan, mais il y a ce concours, bien sûr, et comme ici, avec un baccalauréat pour avoir la meilleure formation possible, si on va aller à l'université ou dans des grandes écoles, que sais-je. Mais il y a aussi, et ça c'est chez vous, un examen très important pour avoir le meilleur lycée. Exactement. C'est-à-dire que au niveau à la fin du lycée, donc je vais y venir, à la fin du lycée, l'examen et leur classement dans cet examen déterminent l'université et les études qu'ils pourront faire et l'université à laquelle ils pourront accéder. Maintenant, c'est le même système au niveau du collège. C'est-à-dire que pour passer du collège au lycée, c'est un examen national qui met tout le monde en concurrence, tous les étudiants du pays, pour accéder donc au meilleur lycée aussi. Donc on pratique le même système à un âge plus jeune, c'est-à-dire 4 ans avant. Et voilà, effectivement, donc ils sont tous en concurrence les uns avec les autres pour accéder au meilleur lycée possible. Partout, chez nous, la pression est au maximum, effectivement, à l'âge de 17-18 ans. Chez vous, donc, c'est dès 13-14 ans que vous êtes déjà dans cette atmosphère, dans cette ambiance pour délivrer, pour performer, pour avoir, effectivement, au final, le meilleur lycée? Oui, je peux dire que les élèves peuvent être considérés en Turquie comme des chevaux, parce que, comme vous avez déjà dit, à 13 ans ou bien 14 ans, notre concours commence. Par exemple, au lycée, je me souviens très bien que lorsque j'ai rencontré le français, je me suis senti un peu différent parce que je disais comment je peux intégrer
le concours général en Turquie parce qu'on voit les leçons un peu plus faciles afin d'adapter le français. Notre école est un peu différente et je peux expliquer cette situation aussi après. Je peux dire que jusqu'à 17 ou 18 ans, nous subissons un état un peu difficile, mais qui peut être méritable aussi parce que le système d'éducation en Turquie n'est pas un diable. C'est pas très mauvais, mais je peux encore dire que il y a quelques trous. C'est ça. Hassan, on peut dire effectivement que pour exceller dans ce système éducatif turc, il faut du coup, au final, vous n'avez pas une mais 2 journées de cours, c'est ça ? Oui, 2 journées de cours, c'est ce qu'ils appellent le soutien scolaire, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont leur journée de cours normale qui finit un peu plus tôt que ce qu'on a en France, c'est-à-dire que ça finit souvent autour de 15 heures. Mais après ça, ils font quasiment une deuxième école, 3 ou 4 jours par semaine. Le reste du temps, de toute façon, ils le passent à travailler. Et ça se ressent beaucoup en dernière année de terminale ou de collège pour préparer le concours. Mais effectivement, c'est en train il y a un glissement. Donc, c'est plus seulement la dernière année, mais aussi l'année précédente où on travaille déjà énormément après sa première école normale. Et de toute façon, Bartu pourra le dire, mais la dernière année, je pense qu'à l'école, ils font plus grand-chose. Ouais. Ils sont uniquement dans l'esprit de préparation du concours. Donc, c'est du travail de test, de résoudre des questions, répondre des QCM. Ici, ça se fait. Alors justement, c'est ça. Là-bas, c'est beaucoup des QCM, Bartu, c'est ça. Les examens prennent essentiellement la forme de QCM à l'américaine, au final. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire comment est-ce que c'est bon ou pas de voir les QCM, mais je peux dire que la généralité des questions sont une mesure de tester la capacité à connaître le bon choix. À la place d'écrire quelque chose, ou bien répondre quelque chose, ou bien penser logiquement. Par exemple, moi, je suis préparé pour le concours universitaire et j'attends les résultats. Mais dans quelques questions, je n'ai pas utilisé mon connaissance, mais j'ai éliminé les autres choix. Et je peux dire que ce n'est pas exactement une instruction. Je peux dire que c'est plutôt un test, comme on dit. Et je pense que les QCM ne sont pas une bonne méthode de tester la capacité d'un élève, d'un individu. Hassan, ces QCM, c'est un frein à la créativité, à l'esprit critique ? A priori, oui. C'est-à-dire que le bon côté des QCM et la logique, a priori, ce serait d'une question logistique, parce que la Turquie a plus d'1 million de jeunes par génération, donc plus d'1 million de jeunes par année qui passent cet examen, et surtout une question de justice, j'imagine, pour que tout le monde soit traité à la même enseigne, qu'il n'y ait pas de subjectivité dans la notation. Mais effectivement, comme Bartu vient de l'expliquer, les enfants ont vite appris, les étudiants apprennent vite, ici, à uniquement détecter la bonne réponse. C'est-à-dire que ça devient presque automatique, ils voient un mot dans une question, ils savent soit quelle réponse éliminer, soit laquelle choisir, sans réfléchir. Et donc, effectivement, le mauvais côté de ce système par questionnaire à choix multiples, c'est qu'on élimine et la créativité et la réflexion, et qu'après, on va uniquement vers la réponse et on avance vite. Et ce que le système pousse. Irina. Bartu, ces QCM concernent toutes les matières ou quelques-unes en particulier ? En fait, toutes les matières. Par exemple, la philosophie, c'est aussi QCM, les mathématiques sont aussi QCM, mais on peut dire que le système est un peu différent sur le cas de la langue turque parce qu'il y avait des paragraphes pour connaître, pour comprendre quelque chose. Et donc, on doit choisir la bonne réponse qui reflète le mieux le sens des énoncés. Donc, je peux dire que toutes les questions sont QCM et les choix de QCM, c'est un cas de nécessité pour quelques matières, mais je peux dire que ce ne doit pas être appliqué pour toutes les matières, mais c'est ça. C'est un petit trou, c'est une petite faute, je pense, de notre système. Hassan, quels sont les effets de cette pression scolaire et est-ce qu'il en est question, est-ce qu'il y a des débats autour de cette question sur cette pression scolaire dans les médias en Turquie ?
Ils n'ont pas tellement l'air de se poser la question. Après, l'éducation pour chaque pays, je pense, revêt une grande importance. Donc, c'est toujours une question politique, toujours une question peut-être pour les entreprises, le patronat. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit totalement remis en cause, hormis les familles, bien sûr. Les familles peuvent voir ce qu'il en est, peuvent voir ce qui peut se passer à l'étranger, peuvent voir la pression que leurs enfants subissent. Alors peut-être que Bartou dira autre chose, il a peut-être autre chose à dire, mais j'ai pas tellement l'impression que la façon de faire, que le format des contrôles, des examens soit tellement remis en question ou discuté. En Turquie, il y a souvent des réformes. On réforme assez vite les dates, le format de la classe, etc. Mais le format QCM et cette manière de travailler n'a pas l'air d'être tellement remis en cause et pas tellement discuté. Bartou, c'est remis en question ou pas du tout, cette manière de faire, cette pression extrascolaire? Cette pression scolaire, pardon. La pression scolaire, je n'ai pas pu vous entendre, monsieur. Sur cette pression scolaire, est-ce que tu as le sentiment que le gouvernement est en train de revoir ça ou qu'au final, le système est comme ça et c'est tout? En fait, le gouvernement essaie de revoir cette situation. Par exemple, il y a quelques jours, un membre de l'éducation nationale a parlé sur la supprimation de concours universitaires. Mais je pense que l'approche du gouvernement, c'est un peu fragmentaire. Pas avec... il ne voit pas la situation en entier. Ils séparent quelques problèmes et ils essaient de trouver les solutions particulières, mais encore partielles. Et ça le rend un peu difficile de regarder le système d'éducation. Je peux dire que le système d'éducation nationale turc, c'est pas la pire, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à augmenter, beaucoup de choses à améliorer. Et je peux dire que le gouvernement fait attention un peu sur la situation, mais ils doivent donner plus d'importance parce que dans le long terme, l'éducation, c'est la chose essentielle en Turquie, à mon avis. Bien sûr. Irina. Oui, Bartou, quel est le système de notation? Vous êtes noté avec des notes, des lettres, comme aux États-Unis? À partir de l'école primaire, on est noté comme 0 jusqu'à 100. Je ne sais pas si c'est changé ou pas, mais en lycée, c'était comme cela aussi. Mais le cas se change pour les universités. Quelques universités notent comme le système de A, B, C, A+, A-, etc. Mais quelques universités encore notent avec jusqu'à 100. Et les moyens des universités, cela change. Par exemple, selon les visas, je pense visas en France aussi, selon les examens universitaires, c'est noté comme 0 jusqu'à 100, mais le moyen c'est calculé jusqu'à 4 seulement, 0 jusqu'à 4. C'est un peu compliqué sur le cas d'université, je ne peux pas expliquer entièrement, mais je peux dire que le système de notation en Turquie c'est classique, c'est la méthode classique de jusqu'à 100. 0. Et on note comme, par exemple, très bien, mention très bien, l'average, c'est ça, le moyen ou bien sous-moyen. Par exemple, lorsque vous avez une note inférieure à 50, vous êtes sous le moyen. D'accord, sous la moyenne. Moins de 50, effectivement, sur 100. Hassan, quelle est l'image de la langue française, toi qui connais effectivement les deux pays, quelle est l'image de la langue française en Turquie? Historiquement, très bien vu. Par exemple, ce qui se passe à Istanbul, je pense que c'est peu commun. C'est comme un peu de pays, il y a 5 ou 6 établissements francophones. Comme Bartou fréquente l'établissement Saint-Benoît, mais il y en a d'autres, Saint-Joseph, etc. Donc des établissements qui sont installés et qui ont pour comme mission, je ne sais pas comment dire, mais qui enseignent la langue française pendant une année entière avant que le lycée commence, c'est-à-dire qu'ils ajoutent une année scolaire. Donc le français jouit d'un grand prestige. Ces établissements sont vus comme plutôt prestigieux, bien vus, sont très bien vus. Donc, et la langue française a été la langue administrative encore au siècle dernier. Bon, il y a comme un certain nombre d'années, maintenant il y a quasiment 100 ans, mais c'était la langue administrative. Donc la France a une histoire ici. Maintenant, il y a bien sûr quelques remous avec la politique et la géopolitique actuelle, mais ces établissements sont bien vus, sont très demandés par les familles, et pas facile d'y entrer. Ils sont plutôt dans les bons établissements. D'accord.
du pays. Donc le français est très, très bien vu, si on parle de la langue. Bartu, quelle est l'image du français aujourd'hui, en 2023, en Turquie ? Je pense qu'en Turquie, la langue française, c'est une langue très prestigieuse et même les gens font attention beaucoup plus si on compare avec la langue anglaise. Par exemple, lorsque vous dites que je connais l'anglais très bien, j'ai un niveau C1, ça ne crée pas une image lorsque vous avez dit que je sais en français. Le français, c'est une langue considérée comme une langue romantique, une langue des intellectuels depuis l'Empire ottoman, après le Tanzimat. Alors, je peux dire que la langue française a une très bonne image en Turquie, mais il y a peu d'institutions qui peuvent vous enseigner, enseigner en bonne qualité. L'info en plus d'Irina Capron. Et pour cette info en plus, Irina, tu nous parles de lycéens français qui se mobilisent pour les enfants turcs. Exactement, les élèves du lycée Bouchardon à Chaumont dans la Haute-Marne vendent des cartes réalisées par d'autres étudiants. Alors l'argent récolté sera reversé au profit des jeunes enfants turcs durement touchés par le dernier séisme en février dernier qui a détruit de nombreuses infrastructures et qui a fait de nombreuses victimes. Pour rappel, ce séisme a affecté la vie de près de 4 millions d'enfants scolarisés, dont 350 000 enfants réfugiés et migrants. Donc l'objectif pour ces lycéens, c'est de financer l'achat de containers remplis de supports pédagogiques pour que les enfants puissent avoir des activités ludiques et éducatives. Alors l'envoi d'un container coûte environ 14 000 €. 2 ont déjà été envoyés. En vendant 3 € la carte, les élèves aimeraient pouvoir acheter un 3e container. Et selon l'UNICEF, plus de 2 millions d'enfants en Turquie ont besoin encore aujourd'hui d'une aide humanitaire pour ne pas tomber dans la pauvreté, le travail ou le mariage des enfants. Hassan, le pays porte encore le stigmate, j'imagine, de ce séisme qui a choqué une bonne partie de la planète. Oui, bah on s'en remet difficilement. C'est un événement majeur, plus que majeur. Au-delà, beaucoup de vies humaines. Je crois que les bilans, c'est 50 000 morts officiellement, donc probablement beaucoup plus. Bah oui, il y a des conséquences économiques, des conséquences sur l'éducation, politique, il y aurait pu en avoir. Effectivement, beaucoup d'enfants n'ont pas pu être scolarisés. Je crois, peut-être que Bartu peut confirmer, je crois même que les examens, justement, il a été décrété que les examens ne porteraient que sur le premier semestre de l'année scolaire et pas sur le deuxième, par souci d'équité, bien sûr, pour tous les enfants qui n'ont pas pu continuer à étudier dans des conditions sereines. Mais oui, bien sûr, événement tragique, majeur et qui a une influence sur tous les pans de la société, dont l'éducation, donc bien sûr. Bartu, comment les élèves, comment le pays se relève après ce terrible séisme ? Après ce terrible séisme qui a été effectué d'environ 11 villes, les élèves ont beaucoup plus de difficultés à se préparer pour le concours. Et même cette situation est évoquée par le gouvernement et ils ont décidé d'enlever le plan d'éducation pour le deuxième semestre pour le terminal. Oui. Ils ont essayé de réduire ces difficultés en construisant des maisons des maisons conteneurs et après les aides mobilisées par la plupart des pays. Même notre lycée est engagé aussi pour l'aide de ces enfants. Mais je pense que l'égalité du concours universitaire, c'est un peu, n'a pas pu être renforcée. Parce que je peux dire que cette séisme a même détruit la psychologie des individus aussi et même les qualités d'éducation, même si on a essayé de créer des maisons, créer des établissements scolaires conteneurs, ce n'est pas encore bonne qualité. Mais je peux dire qu'on a essayé de réduire les inégalités causées par le séisme mieux que possible, mais les choses ne sont pas encore suffisantes. N'était pas encore suffisant. On imagine, et bien évidemment, en vue de l'ampleur du séisme et de ses nombreuses victimes et de toutes ces répercussions. Hassan, on va essayer de terminer sur une touche positive. Moi, je pense à la Turquie. Alors, bien sûr, on a parlé de ce système éducatif qui est ô combien
en tout cas qui met une forte pression sur les élèves, mais on a parlé des rythmes scolaires également. Je voulais parler du sport, parce que je sais que le sport a une place importante, effectivement, et que le sport, il y a beaucoup de Turcs qui adorent le sport, basket et football en tête. Ça a quelle place, le sport, justement, dans ce rythme scolaire ? Importante, très importante. Alors, c'est peut-être un peu plus calqué sur les modèles anglo-saxons, probablement, mais en plus de l'académique, il y a une part importante donnée au sport, à la musique, aux activités extrascolaires. Alors, il y a quelque chose d'important en Turquie, c'est qu'il y a une vraie séparation entre le privé et le public qui concerne des profils un peu différents, mais en tout cas sur les élèves du privé qui ont la possibilité, le sport prend une place très importante, comme je disais, comme la musique, comme d'autres activités extrascolaires. Donc beaucoup de clubs comme ça dans les écoles, on pousse beaucoup à cette activité. Ils peuvent faire preuve d'ailleurs d'une grande aussi discipline de travail dans le sport. Mais moi j'estime en tout cas que ça prend beaucoup de place et il y a un vrai effort de fait pour pousser, aider à la pratique sportive. Bartu, des journées de scolarité totalement folles, on l'a dit, avec un rythme assez soutenu. Et malgré tout, vous arrivez à trouver un petit moment pour pratiquer le sport. On a l'impression que c'est important le sport en Turquie. Je peux dire que, et surtout chez les jeunes garçons, le sport, et surtout le football, est vraiment une folie. Et je peux dire que les établissements scolaires renforcent l'éducation physique comme 2 périodes de cours, mais même si c'est un trop petit c'est un trop petit programme. Les gens préfèrent l'éducation physique lorsqu'on le compare avec la mathématique qui se semble un peu plus ennuyeux. Et je peux dire que le système d'éducation nationale en Turquie renforce bien le sport et je suis content de cela. Les gens ont des différentes tendances à faire des sports, par exemple le basket, le volley, comme vous avez dit, le football. Surtout dans le cas de pratique, les élèves ont envie de faire ces activités. Et je peux dire que les professeurs ont même soutiennent cette tendance. Hassan, dernière question. Hassan, je ne vais peut-être pas la poser effectivement à Bartu parce que bon, lui, il est clairement dans la cible. C'est compliqué aujourd'hui pour la Turquie de garder ses meilleurs éléments parce que Bartu a l'air d'être un élément très prometteur. Il va s'en aller ? Eh bien oui. Alors là, on n'est plus dans l'éducation, mais il y a une vraie grande question économique pour essayer d'être... je vais donner un chiffre très très simple. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, ça va faire 10 ans. La valeur de la lire turque par rapport à l'euro et au dollar a été divisée par 10, tout simplement. Donc la richesse des gens est divisée par 10. Donc dans ce contexte, effectivement, il y avait déjà... sans parler d'économie, une attirance peut-être pour la liberté de certains pays européens, des États-Unis, enfin de l'Occident en général. Oui. Maintenant, il y a une vraie question économique qui fait qu'on ne peut plus envisager l'avenir ici. Et donc beaucoup d'étudiants souhaitent partir, que ce soit des gens d'un plutôt bon niveau socio-professionnel ou de société, veulent partir parce qu'ils n'ont pas envie de subir ça. Et ceux qui ont un moins bon niveau économique et social veulent partir aussi pour les mêmes raisons. Donc il y a un vrai gros problème et la fuite des cerveaux ici, c'est pas un mirage. Beaucoup de gens veulent s'en aller et sur certains métiers, on est très très en tension parce que les diplômés ici, parce que dans certains secteurs, la Turquie forme très très bien, s'en vont parce que les perspectives sont bien meilleures en Occident en général et donc même les Turcs sont des gens très patriotes qui aiment beaucoup leur pays, oui. Mais ils ont une limite aussi de vie et de survie. C'est-à-dire que ça devient très difficile pour beaucoup de métiers de vivre dans des conditions décentes. Donc la fuite des cerveaux, encore une fois, c'est pas une image, c'est très envisageable pour beaucoup de familles. D'autant plus que les élections récentes ont déplu à tout un pan de la population qui avait un vrai espoir de changement et donc qui pense effectivement à s'en aller, via l'éducation notamment. C'est toujours la même chose et cela, peu importe le pays, mon cher Hassan, effectivement, il y a toujours un moment où on va quand même regarder son porte-monnaie. Merci à tous les deux. Merci Hassan, merci Bartu d'avoir témoigné pendant cette demi-heure qui était ô combien intéressante. On espère refaire rapidement une émission avec Irina, avec vous, pour continuer à parler justement de ce système éducatif turc. Il y a tellement de choses à dire. On a beaucoup parlé de la pression, mais en tout cas, c'est un système qui gagne à être connu. Et encore merci de nous l'avoir fait découvrir aujourd'hui dans School TV, le MAG. Merci à tous les deux. Merci Bartu. Et merci à vous, ma chère Irina. Merci à vous. On se revoit très vite. Oui. J'ai pas salué Hassan. Merci Hassan. On se revoit très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.